Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Comment sécuriser vos périphériques. On va encore attendre quelques petites secondes, une petite minute. En attendant, merci de me dire dans le chat privé que vous voyez bien les slides et que vous nous entendez bien. Merci beaucoup et à tout de suite. Donc apparemment vous voyez bien les slides et on nous entend bien. Donc merci à tous de vous être inscrits sur ce webinaire qui durera 1 heure. Donc sur la thématique suivante, donc comment sécuriser vos périphériques. Donc aujourd'hui, on retrouvera donc moi en tant qu'animateur, donc je suis Romaric Mahut, je suis chargé de projet marketing au sein de chez Progelis. Et donc pour ma part, pour continuer, Antoine Leroux, et moi je suis consultant en vente pour Progelis. Globalement, je m'occupe chez Progelis d'accompagner nos clients autour de leurs besoins sur les solutions Microsoft et de voir avec eux comment on peut les accompagner à implémenter les différentes solutions dans leur écosystème. Et bonjour, je suis Jean-Noël Letor, directeur des opérations adjoint chez Progelis et je suis en charge de l'équipe Azure Identité et Sécurité. Top. Donc au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc rapidement la cybersécurité en quelques mots. Ensuite, on passera sur la partie Defender for Endpoint, donc une solution Microsoft. On s'attellera après à parler du déploiement des postes utilisateurs, celui des périphériques mobiles. Ensuite, un petit focus sur la détection et l'analyse des réponses aux signaux à travers un outil qui s'appelle Sentinel. Et ensuite, en dernière partie, comment Progelis accompagne les utilisateurs à la cybersécurité. Donc pour la première partie, la cybersécurité en quelques mots, je vais laisser du coup Antoine vous en toucher 2 mots. Oui, merci Romaric. Donc effectivement, la cybersécurité, on a souhaité revenir rapidement en introduction finalement du webinaire sur le mot-clé cybersécurité aujourd'hui qu'on entend de partout, même d'un point de vue personnel, je dirais dans les médias, la radio, la télé. Le mot cybersécurité est extrêmement présent. Et on a voulu mettre sur ce slide finalement 3 définitions un peu distinctes pour essayer de remettre en tout cas dans le contexte ce mot-clé de cybersécurité. Globalement, aujourd'hui, c'est quoi la cybersécurité? C'est des méthodologies, une approche, une pratique qui consiste finalement à sécuriser, à protéger, que ce soit à la fois les systèmes, les réseaux, mais également tous les périphériques utilisateurs. Donc, on va parler des ordinateurs, on va parler des smartphones, tablettes, mobiles, etc. Mais également tout ce qui est lié aujourd'hui, par exemple, à l'IoT, qui fait partie aujourd'hui des éléments qu'il va falloir également sécuriser. Et puis, dernière petite définition en bas à droite de l'ancien directeur général de l'ANSSI, que j'aime beaucoup, qui dit en fait la sécurité numérique, la cybersécurité, il faut la rendre sexy. Il faut bien comprendre aujourd'hui que finalement, une entreprise, elle ne peut pas se développer, elle peut pas se construire sans finalement ce principe de cybersécurité. Auparavant, on avait vraiment la cybersécurité qui finalement était un département un peu détaché, un peu à part des entreprises. Aujourd'hui, la cybersécurité, elle doit être au cœur du développement des entreprises et quel que soit le type de projet qu'elle mène et quel que soit le domaine d'activité sur lesquels sont positionnées ces organisations. Donc pour ça, il y a un nouveau paradigme qui est apparu il y a quelques années. En fait, au préalable, sécuriser un système d'information, sécuriser une organisation, c'était quoi? C'était un peu le principe du château fort. C'est-à-dire que vous aviez tout qui était centralisé, vous aviez vos data centers, vous aviez vos employés qui étaient sur site, et finalement, on érigeait autour de cet écosystème, on érigeait des murs de plus en plus hauts, de plus en plus larges, des fortifications, d'où le principe du château fort. Et en fait, aujourd'hui, depuis quelques années, avec ce monde qui est en mutation, avec l'arrivée massive du cloud, avec l'arrivée de tout ce qui va être, par exemple, bring your own device, etc., on se rend compte que ce principe, finalement, du château fort, il est plus d'actualité. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va être plutôt dans une stratégie où on va être dans l'acceptation de la brèche. On sait, quelle que soit l'organisation, quelle que soit son activité, quelle que soit sa popularité, on va avoir l'ensemble des organisations qui vont se faire attaquer, qui vont être des cibles de cyberattaques. Donc l'idée, c'est plutôt de comprendre les menaces et d'atténuer au plus possible les potentielles attaques qui pourraient être faites. Donc on n'est plus encore une fois dans quelque chose où on sécurise à outrance le système d'information sous format de château fort, mais on est plutôt dans la réduction, dans l'atténuation des impacts des cyberattaques qui vont nous arriver. Et donc pourquoi ce nouveau paradigme? Tout simplement parce qu'on a un changement des usages qui s'est opéré depuis quelques années et qui continue de s'opérer. Auparavant, si vous voulez, on avait des utilisateurs qui étaient globalement toujours vos employés. La très grande majorité des utilisateurs étaient vos employés. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui accèdent à notre système d'information, c'est plus que nos employés. On a également des partenaires, on a également des clients qui peuvent même directement venir communiquer ou en tout cas interagir avec de la donnée dans nos data centers. Auparavant, on avait des périphériques qui étaient juste des périphériques d'entreprise. Il y a encore une dizaine d'années, la très vaste majorité des organisations fournissaient un PC à un utilisateur et c'était à peu près le seul moyen
pour cet utilisateur d'interagir avec le système d'information. Aujourd'hui, chacun a un PC, chacun a un smartphone, on a même la notion de Bring Your Own Device, où finalement chaque collaborateur va avoir plusieurs périphériques pour interagir avec le monde de l'entreprise et pas uniquement des périphériques qui appartiennent et qui sont gérés justement par cette organisation. On a également dans l'ancien monde, j'ai envie de dire, des applications à demeure. On déployait nos propres applications dans nos data centers, on gérait les entrées et les sorties de ces applications. Aujourd'hui, on a une explosion de l'utilisation des applications cloud. On va retrouver effectivement une vaste majorité des applications nouvellement déployées aujourd'hui qui sont des applications SaaS et qui donc interagissent avec le monde externe à notre organisation. On avait également auparavant les métiers qui étaient plutôt pilotés par l'IT, c'est-à-dire que les services informatiques étaient plutôt là en support, en fournisseur finalement d'applications, en fournisseur de technologies. Et on se rend compte depuis quelques années que finalement c'est les métiers aujourd'hui avec des besoins qui sont mouvants de plus en plus rapidement. On se rend compte que finalement ce sont les métiers qui viennent mettre en place des nouvelles pratiques, des nouveaux usages et des nouvelles applications dans notre système d'information. On prend l'exemple très régulièrement, hein, mais on retrouve dans les organisations ce qu'on pourrait appeler par exemple le Shadow IT, mais des applications du type WhatsApp, Trello, Slack, etc., qui ne sont pas forcément des applications qui sont gérées par les services informatiques, mais qui aujourd'hui interagissent et font partie prenante en tout cas des données qui sont manipulées par nos collaborateurs. Et puis on avait également la notion de réseau. Auparavant, on était sur un réseau, encore une fois, avec le principe de château fort, qui était plutôt en vase clos, fermé, qu'on pouvait sécuriser avec des applicatifs, des firewalls, etc. Et aujourd'hui, encore une fois, ça rejoint l'explosion des applications cloud, le BIOD, etc. Mais finalement, toute la partie sécurisation de tout ce qui va être lié au réseau d'entreprise, aujourd'hui, on est sur un périmètre qui est beaucoup plus étendu et qui est extrêmement vaste. Et enfin, la dernière chose, c'est l'explosion du nombre de signaux. Auparavant, encore une fois, vu que vous gériez votre réseau, vous gériez vos applicatifs, vos périphériques, les signaux de détection, par exemple, d'attaque, de compromission d'identité, etc., c'était les choses qui, entre guillemets, étaient dans votre périmètre. Aujourd'hui, vu le nombre d'applications, vu le nombre de périphériques, on a une explosion du nombre de signaux. Et il va falloir aussi des outils qui soient en capacité aujourd'hui d'analyser plus finement, plus rapidement l'ensemble de ces signaux pour qu'on ait quelque chose qui soit le plus pertinent possible. Donc ça, c'était plutôt sur la partie finalement changement des usages collaborateurs et au sein de vos organisations. Et puis on a un autre aspect aussi qui nous fait muter finalement dans cette notion de sécurisation, c'est le changement d'environnement. Aujourd'hui, les attaques, elles se multiplient, elles sont de plus en plus sophistiquées et en plus de ça, elles sont de plus en plus simples à mettre en place. On va le voir un petit peu plus loin, mais aujourd'hui, un produit d'attaque, ça coûte extrêmement peu cher et c'est extrêmement facile à utiliser par, entre guillemets, le commun des mortels. On a également des outils de sécurité qui étaient plutôt conventionnels, type antivirus, ce genre de choses, qui n'ont pas suivi le rythme, qui n'ont pas suivi finalement ces capacités aujourd'hui à aller interagir avec des données cloud, avec tout cet écosystème finalement qui aujourd'hui est de plus en plus vaste. Et puis dernier point sur le changement d'environnement, c'est le paysage réglementaire. Aujourd'hui, le paysage réglementaire, il devient de plus en plus complexe. On se rend compte, notamment avec les RGPD ou ce genre de choses, qu'on a aujourd'hui des lois qui nous obligent, d'un point de vue sécurisation, à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait de manière originelle dans les systèmes d'information. Donc voilà très rapidement pour cette notion un petit peu de paradigme et puis de changement d'usage et puis de changement d'environnement. Sur cette slide, on voulait également vous montrer, mais je pense que vous en êtes tous conscients aujourd'hui, le type d'attaque. Alors les chiffres datent de 2021, on n'a pas encore les chiffres de 2022, même si bien entendu ils suivent à peu près la même tendance. On se rend compte que l'hameçonnage, donc le phishing, c'est le type d'attaque qui est le plus courant, qui est le plus répandu et qui va continuer dans les années à venir à être une forme d'attaque assez simple à mettre en place et qui continue d'avoir des résultats qui sont quand même intéressants pour les attaquants. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi ça ne fait pas 100% la somme des différentes barres. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se rend compte que les attaques, elles sont polymorphes. Et si vous voulez, il y a plusieurs types d'attaques qui sont menées en même temps sur les organisations. Donc en même temps qu'on fait un phishing, on va faire une attaque par brute de force ou on va faire un déni de service. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à 100% sur la somme. Mais on se rend compte encore une fois que l'hameçonnage est celui qui est le plus répandu et le plus facile à mettre en place. Et enfin, pour terminer sur cette partie plutôt introductive de la cybersécurité, on a une slide ici qui vous montre finalement le prix moyen d'outils permettant de faire des attaques sur les organisations ou même d'un point de vue personnel, de faire des attaques sur des systèmes d'information et sur des données. Alors, on ne va pas passer en revue l'intégralité du panel, mais juste à titre d'information, vous pouvez le voir en haut, un kit de ransomware, aujourd'hui, ça coûte à peu près 65 €.
Et quand on dit que c'est en vente sur Internet, c'est pas forcément au fond du dark web, sur quelque chose qui est extrêmement caché, masqué pour que les connaisseurs. Très honnêtement, aujourd'hui, un kit de ransomware, vous le tapez dans Google et au bout du 3e ou 4e lien qui sort, vous avez trouvé votre kit. Donc on est sur des produits qui sont extrêmement peu chers, encore une fois, qui sont de plus en plus faciles à utiliser pour les attaquants, qui ne nécessitent pas forcément finalement des connaissances informatiques extrêmement poussées. Et à titre d'exemple, 65 €, c'est à peine le prix d'une licence pour sécuriser un utilisateur sur 1 an chez Microsoft. Ouais, On est sur des produits qui sont extrêmement peu chers. donc là, Antoine, si je comprends bien, pour 100 €, là, je peux avoir une attaque de phishing, ce qui représentait 80% des attaques les plus courantes pour les entreprises, ce qui coûte relativement pas cher comparé à ce que peut dépenser une entreprise pour s'assurer qu'elle ne craint rien, ou en tout cas s'assurer d'avoir un minimum de défense niveau cybersécu, quoi. Exactement, tout à fait. Et on voit également en haut un prix d'un attaquant confirmé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui proposent leurs services, comme si c'était une société de services avec des consultants, proposent leurs services pour vous aider ou en tout cas faire des attaques en votre nom. Donc voilà pour cette première partie un petit peu introductive sur la cybersécurité, puis pour essayer de repositionner finalement le contexte. Et finalement, suivant tous ces types d'attaques, Microsoft a mis en place, ou en tout cas propose un certain nombre de produits. Donc un des produits qu'on va voir aujourd'hui, qui est Defender for Endpoint, va vous permettre de sécuriser les périphériques utilisateurs et pas seulement, on le verra un petit peu plus loin. Mais Microsoft propose également d'autres types d'outils finalement au sein de son écosystème pour la sécurisation. Et pour expliquer un petit peu le positionnement des différents outils Microsoft, la grille n'est pas forcément toujours très lisible, hein. Il y a beaucoup de produits avec des noms qui se ressemblent, etc. etc. Donc l'idée, c'est qu'on vous propose via la kill chain, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce concept ou pas, mais globalement, la kill chain, c'est une méthode qui permet de modéliser finalement les procédés d'intrusion au sein d'un système d'information. Donc finalement, c'est tous les points critiques de votre système d'information qui pourraient potentiellement ouvrir une faille de sécurité. Et donc je vous propose que Jean-Noël vous explique un petit peu quels sont les différents produits côté Microsoft qui peuvent vous aider à sécuriser votre kill chain. Merci Antoine, désolé pour la voix. Donc effectivement aujourd'hui, les attaquants, ils ont plusieurs façons pour pouvoir essayer de corrompre le système. En général, le point de départ, ça va être comment je réussis à récupérer le Saint Graal qui est le login mot de passe de l'utilisateur. Donc pour cela, il va forcément passer par du phishing, parce que c'est le seul canal entre guillemets facile en externe pour récupérer cette information. Et à partir du moment où il a récupéré cette information, il va pouvoir essayer de travailler sur 2 axes. Le premier axe, ce sera effectivement de corrompre le poste sur lequel l'utilisateur aura pour le coup cliqué sur le lien malveillant ou sur le programme malveillant. Cet axe-là, justement, c'est ce qui va être couvert par Defender for Endpoint. Comment on se prémunit de cette attaque? On va se prémunir de cette attaque, donc déjà de cette prise de contact indirectement, cette prise de contact malveillante, on va l'appeler comme ça. On va se prémunir grâce à Defender for Office 65, qui sera là effectivement pour analyser les liens, analyser les pièces jointes, les réécrire, notamment les liens, au cas où effectivement on venait à tomber sur un lien qui serait compromis. Si effectivement l'attaquant réussit à passer cette première phase où l'utilisateur tout simplement a téléchargé de lui-même sur son poste et a corrompu son poste, là finalement le bébé, si je puis dire, sera passé à Defender for Endpoint, qui sera là pour essayer de protéger le poste. Donc lui, son travail va être d'analyser ce qui se passe sur le poste, les comportements de l'utilisateur, les comportements des applications, les comportements des process, les comportements des fichiers, afin effectivement de pouvoir réagir en conséquence, vous alerter, voire même bloquer directement l'attaque. La prochaine étape pour un attaquant, quand il corrompt le poste, c'est pas juste pour le plaisir de le corrompre. Le poste, finalement, n'est qu'un moyen, n'est qu'une passerelle. Derrière la corruption du poste, il va chercher à faire quoi? Récupérer des identités. Quel type d'identité? Déjà, celui d'utilisateur qui l'aura potentiellement corrompu, ou par la partie phishing, ou tout simplement en regardant qui s'est déjà connecté sur le poste, en récupérant la base spam. Le deuxième identité qu'il va vouloir chercher, ça va être effectivement le compte administrateur local. Et si effectivement on est dans un cas de déploiement entre guillemets massif, automatisé, avec le même mot de passe admin pour tous les postes, là il a obtenu un Saint Graal pour pouvoir se balader de poste en poste et réussir effectivement à récupérer ce qu'il a besoin par la suite. La troisième identité qu'il va essayer de chercher, ça va être l'identité du compte administrateur. Si on a déjà un admin du domaine, ça c'est parfait, un admin du domaine qui s'est logué sur le poste, là effectivement il pourra récupérer ces informations-là et ensuite poursuivre son attaque. Là, pour sécuriser cette partie identité, on va effectivement travailler plutôt avec de l'Azure ADP1, Azure ADP2, qui vont nous aider justement à sécuriser toutes ces informations-là. Ils vont nous aider dans quelle façon? Déjà avec le premier step qui a MFA et accès conditionnel.
Le step suivant, ça va être d'autres mécanismes de protection, utilisateur à risque, connexion à risque et d'autres solutions qui permettent effectivement de pouvoir mieux gérer la gestion des droits. Ensuite, quand on a pour lutter contre la suite de l'attaque, parce que l'attaquant, une fois qu'il a récupéré les comptes, il va essayer effectivement d'élever ses privilèges progressivement jusqu'à réussir à obtenir de la donnée, parce que finalement, c'est vraiment la donnée qu'il va vouloir chercher. Mais toutes ces attaques, tout ce déplacement latéral que l'attaquant va réaliser, c'est Defender for Identity qui sera là pour vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir détecter sur votre LAN les anomalies, les bizarreries liées à l'utilisation d'un compte. Un compte essaie de se connecter à beaucoup de postes en simultané, ou un compte qui ne va jamais sur certains serveurs finalement commence à s'y connecter. Il va pouvoir vous remonter ces informations-là au travers de votre console Azure AD et donc vous offrir déjà des dashboards finalement qui vont vous aider à mettre en avant les risques et les problématiques qui se situent. Et enfin, le dernier step, qui est effectivement l'exfiltration, puisque l'attaquant, ce qu'il va chercher chez vous, c'est de la donnée, c'est ce qui contient la valeur de l'entreprise et c'est ce qu'il va vouloir monnayer par la suite. Là, il va essayer effectivement d'exfiltrer les données. L'exfiltration, oui, on a les firewalls qui peuvent nous aider. Cependant, nos attaquants sont de plus en plus malins, de plus en plus affûtés, et on a déjà eu, par retour d'expérience, les attaquants qui effectivement avaient limité tout simplement la bande passante utilisée par le logiciel d'exfiltration pour justement passer sous les radars. Et là, on a CloudUp Security qui va effectivement prendre le pas en vous analysant le nombre de données rentrantes et sortantes par application, par utilisateur, vous faire des regroupements afin de vous permettre d'identifier potentiellement un utilisateur qui, sur les 24 dernières heures, aura uploadé ou downloadé une grosse volumétrie de données par rapport aux autres. Antoine, Jean-No, j'ai une question super Oui. intéressante qui pourrait être bénéficiable à tout le monde. Est-ce que sur ce produit, donc Defender for Endpoint, est-ce que ça respecte bien la RGPD? Jean-No, tu veux répondre ou je prends la question? Tu te laisses la main? Ouais, pas de souci. Alors ouais, effectivement, ça va bien respecter la notion de RGPD à partir du moment où en fait ce que vous avez, votre environnement, est bien sous un environnement type RGPD. C'est-à-dire qu'il faut bien que votre tenant Office 365 ou vos différentes souscriptions Azure, etc., soit dans l'Union européenne, donc sous protocole entre guillemets RGPD, mais effectivement Defender for Endpoint a toute cette notion de aujourd'hui paramétrage et de respect de la norme RGPD. Ouais. Merci Antoine. Techniquement, on a fait un peu le tour sur la partie kill chain. Là, on va faire un focus qui sera beaucoup plus précis sur la partie Defender for Endpoint, dont l'objectif effectivement est de vous aider à sécuriser vos périphériques. Ouais. Alors, ce que j'aime bien effectivement avec cette notion de kill chain, c'est on va vraiment se mettre, on est vraiment dans la posture, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, on est vraiment dans la posture de défense, c'est-à-dire qu'on analyse quels vont être les potentiels mouvements des ennemis, des attaquants, et face à ces mouvements, on va avoir des réponses qui sont effectivement différenciées. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul, et c'est bien ce que vous a dit Jean-Noël, il n'y a pas un seul produit chez Microsoft qui va vous sécuriser. C'est plusieurs produits, c'est plusieurs capacités qui aujourd'hui vont vous permettre de sécuriser l'intégralité de votre environnement et de votre écosystème. Et donc plus précisément, comme tu le disais Jean-Noël aujourd'hui, on va donc discuter de la partie Defender for Endpoint, donc qui est la sécurisation de vos périphériques. Donc, quand on parle de périphériques, c'est bien PC, smartphone, tablette, mais également tout ce qui est serveur. Donc on va le voir ensuite sur la couverture des systèmes d'exploitation, mais aujourd'hui Defender for Endpoint est un des outils du marché qui possède une des couvertures les plus grandes d'un point de vue système d'exploitation. Donc Microsoft Defender for Endpoint, comment ça fonctionne? Finalement, ça fonctionne sous 6 briques distinctes. Donc on va rentrer dans le détail de chacune des briques un petit peu plus loin. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Defender for Endpoint, il est finalement fourni par Microsoft sous 2 types de licences. La première licence qui va, ce qu'on appelle la plan 1, Defender for Endpoint plan 1, qui va s'occuper de la réduction de la surface d'attaque. Donc on verra un petit peu plus tard dans le détail ce que c'est et comment ça fonctionne chez Microsoft. Et également la partie Next Gen Generation Protection, qui va globalement, elle, bloquer, qui bloque et qui s'attaque aux menaces sophistiquées, donc notamment tout ce qui va être logiciel malveillant ou également à tout ce qui va être protection des comportements qu'on pourrait juger à risque sur les différents périphériques. Donc ça, c'est le plan 1 de Defender for Endpoint. Et on a également le plan 2 qui, lui, va contenir l'intégralité des briques de Defender for Endpoint. Donc là encore, en fonction de votre écosystème, en fonction peut-être d'outils que vous avez déjà en place
au sein de votre environnement, vous n'êtes pas dans l'obligation, en tout cas, d'acquérir l'intégralité du produit. Si vous avez déjà, par exemple, un EDR, si vous avez déjà une partie IA avec l'investigation et la rémédiation, etc., qui est couvert par d'autres produits, vous pourriez souscrire, par exemple, uniquement au plan 1 sur la partie Defender for Endpoint. Mais par contre, Antoine, Antoine, on va dire, Marie. ouais, j'allais me permettre de vous interrompre parce que j'ai une autre question pertinente. On me demande si pour bénéficier des briques de sécurité côté Microsoft, est-ce qu'il faut obligatoirement un environnement full cloud ou est-ce qu'on peut avoir un environnement hybride type AD on-prem plus du M365? Alors, on peut avoir les deux, effectivement. Si on a un environnement full cloud, on va avoir les full capacités, entre guillemets, en termes de fonctionnalité, donc ça, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Si on est dans un environnement hybride, c'est-à-dire à la fois sur un AD qui est on-prem avec une synchronisation, par exemple, des identités vers de l'Office 365 avec des souscriptions Azure, là aussi, ça va fonctionner. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'obligation, entre guillemets, à être full cloud, tout maqué chez Microsoft, etc., etc. On est dans la capacité, effectivement, d'avoir des environnements qui sont plus complexes et qui sont d'ailleurs à l'image de ce que nos clients ont, avec une notion d'hybridation, par exemple, des environnements. Bon, par contre, ce qu'il faudra malgré tout garder en tête, c'est que plus on a effectivement de briques Microsoft, meilleure se trouve la synergie. Parce que les briques sont faites pour communiquer entre elles, pour vous remonter les informations dans une même console. Je parle notamment à la console security.microsoft.com, qui vous donne effectivement accès aussi bien à la partie Defender for Endpoint, Defender for Office 365 et CloudApp également Security. Donc il y a quand même un gain, entre guillemets, d'efficacité pour les équipes qui n'ont pas besoin de regarder plusieurs consoles et d'apprendre finalement à monter en compétence sur plusieurs outils. Là, ils ont un outil, une console avec une logique qui est la même, ce qui leur facilite l'appropriation de leur contexte. Alors, on a aussi la notion également, là, on a découpé, si vous voulez, les deux types de licences, la plan 1 qui est relativement basique et puis la plan 2 qui est un petit peu plus évoluée, notamment avec la notion d'EDR qui va rentrer en ligne de compte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces licences-là qu'on vous présente d'un point de vue unitaire, elles existent également dans ce qu'on va appeler des packs de licences chez Microsoft. Donc, par exemple, quand vous avez des licences de type Microsoft 365 avec, par exemple, des add-ons type EMS, Enterprise Mobility and Security, vous avez effectivement une partie de Defender for Endpoint, donc plan 1 ou plan 2, qui est inclus face à ces packs. Donc après, il faut aller analyser les types de packs de licences que vous avez, mais vous n'êtes pas, bien entendu, dans l'obligation d'acquérir de manière unitaire ces licences Defender for Endpoint. Elles font bien partie des packages, notamment de sécurité côté Microsoft. Ça répond un petit peu aux questions que j'ai dans le chat. Et si tu peux revenir brièvement sur la différence entre le plan 1 et le plan 2, pour que ce soit peut-être encore plus clair pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Alors, sur la partie plan 1, encore une fois, on n'a bien que ces deux briques-là qui sont la réduction de la surface d'attaque et la notion de Next Generation Protection qui, encore une fois, va plutôt bloquer les logiciels malveillants sur les postes utilisateurs et va détecter en temps réel tout ce qui va être comportement à risque. Par exemple, vous avez un utilisateur qui clique sur un lien et qui va se retrouver sur un site qui aujourd'hui, je sais pas, en Chine, en Russie ou dans d'autres pays un peu compliqués en ce moment, et qui va, par exemple, télécharger un point torrent ou ce genre de choses. Donc là, on est plutôt dans des choses qui sont relativement basiques et qui précédemment pouvaient être couverts entre guillemets par des antivirus assez classiques. Maintenant, quand on passe sur le plan 2, on va avoir toute la notion d'intelligence artificielle de détection de signaux et notamment la partie EDR, donc Endpoint Detection and Response, l'idée de répondre automatiquement à des potentiels risques élevés qui pourraient se retrouver sur les postes utilisateurs. Donc, on a une première partie qui est vraiment le cœur, la base d'un antivirus, de ce qu'on attend d'un antivirus pour les périphériques. Et puis, la seconde partie, plan 2, qui lui est beaucoup plus évolué et va faire rentrer notamment la notion d'intelligence artificielle, de mise en commun, de corrélation des signaux, etc. Donc, tu parlais de licensing et du fait qu'on puisse avoir un peu des bundles. Donc, j'ai une question. Est-ce que dans M365 Business Premium, par exemple, est-ce qu'il y a des briques de Defender for Endpoint qui sont d'ores et déjà inclus grâce à cette licence? Donc sur la basique, c'est ça, la business, business premium de business M365. La business premium, on a effectivement, alors je vais aller checker en live, mais la business premium, on a le pack à minimal à Endpoint plan 1 et la business premium, je vous dis ça tout de suite. Il appelle la Defender for Business. Ouais, exactement. Donc c'est celle qui va correspondre à la partie plan 1. Tout à fait. Ok, top. Et je reviens sur la partie cloud, pas cloud. Donc, si on est full cloud, est-ce que toutes les fonctionnalités sont incluses de base quand on est full cloud? À partir du moment où on a des licences effectivement qui permettent d'acquérir soit la plan 1, soit la plan 2, il n'y a pas de limitation, effectivement, full cloud, on a accès à tout. Je ne sais pas si ça répondra à la question, en tout cas, la personne, si ça ne répond pas, n'hésitez pas à donner plus de précision. Merci Antoine et Jean.
Donc si on passe Mm. maintenant qu'on a vu un peu cette partie licensing qui peut être parfois un peu un peu obscure, un peu complexe. Nous aussi, on a du mal à s'y retrouver parfois. L'idée, on va rentrer dans le détail des 6 briques qu'on a vu précédemment. Et puis, Jean-No, je te propose de te laisser un peu la main sur les différentes briques et puis que tu nous expliques un peu plus dans le détail finalement quelles sont les fonctionnalités, quels sont les apports et valeurs ajoutées que peut avoir Defender for Endpoint. Bien sûr. Donc déjà, le premier point, c'est sur la gestion de la sécurité au sens large. Comme je l'avais dit tout à l'heure là, au niveau de la console Security Center, on a déjà une agrégation des données, quelles que soient les solutions que vous avez. Ce qui vous permet déjà de vous concentrer finalement sur une seule vue, une seule console, pour effectivement identifier les différents axes d'amélioration et de sécurisation de votre SI. Si on fait un focus plus précisément sur la partie Defender for Endpoint, là, on a effectivement des informations qui sont directement liées à notre parc, finalement, avec déjà les premiers axes finalement d'amélioration et de traitement au niveau de nos utilisateurs et de nos postes. Pour rester sur le focus Defender for Endpoint, aujourd'hui, sur la partie Threat Vulnerability et Management, on a déjà la première fonctionnalité qui est la découverte en temps réel. La découverte en temps réel, c'est quoi? C'est que elle est un peu sur 2 axes. Le premier axe, c'est que votre antivirus, finalement, votre Defender for Endpoint, lorsqu'il sera installé sur un poste, il va prêter attention aux autres postes avec lesquels il collabore, il discute et il se trouve sur le réseau, qui va déjà vous permettre d'avoir un peu cette voiture balai que l'on peut avoir pour identifier quels sont les postes qui auraient été, entre guillemets, oubliés dans le déploiement ou sur lesquels il y aurait eu un problème lors du déploiement de votre master, par exemple. L'antivirus n'a pas pu s'installer correctement, vous l'avez pas vu, les équipes ne l'ont pas vu, mais malgré tout, de par cette surveillance un peu permanente des postes les uns vis-à-vis des autres, ils vont être en capacité de pouvoir vous remonter l'information. Ensuite, en termes de découverte en temps réel, on a également l'analyse des failles de sécurité que vous pourriez avoir. C'est-à-dire qu'en permanence, votre antivirus, votre Defender for Endpoint sera en mesure d'analyser votre poste, les postes de votre SI, identifier finalement quels sont les actes d'amélioration prioritaires dans votre contexte, parce qu'effectivement, il connaîtra votre version de patching de vos OS, le patching de vos applications également, et donc on va vous faire des préconisations pour vous aider finalement à prioriser. Parce que la difficulté souvent, c'est par quoi je commence, où est-ce que j'en suis, et comment je constate finalement que j'ai amélioré mon score. Comment je constate que les efforts qui ont été faits, le budget qui a été investi finalement a porté ses fruits et comment je peux le montrer. C'est souvent les problématiques des DSI. Et là, déjà, au travers de cette première brique, on a ces différentes informations, en plus d'aider les équipes techniques à remédier la sécurité. Donc, si je comprends bien, Joël, ça veut dire qu'à chaque poste, entre guillemets, je vais avoir un score, c'est ça, et qu'en fonction des actions de rémédiation, de sécurisation que je vais faire, ce score va évoluer dans le temps, c'est ça? C'est exactement ça. Sur chaque poste, j'aurai un score et donc je pourrai constater les améliorations que j'ai réalisées sur ce poste-là, mais également d'un point de vue global, j'aurai une vue entre guillemets sur l'ensemble de mes postes et avec les différents scores liés. Est-ce que c'est la partie OS, où est-ce que j'en suis de mon score, la partie applicative, où est-ce que j'en suis de mon score, et donc je peux vraiment voir là où je suis en retard et là où je peux avoir un vrai impact en termes de sécurité sur mon SI. D'accord. Donc ça veut dire effectivement l'outil peut aussi servir finalement un peu de feuille de route, j'ai envie de dire, de sécurisation d'un SI. On va récupérer les éléments qui sont le plus critiques, mettre en place dans un premier temps et prioriser finalement ces éléments critiques avant de s'atteler effectivement au reste. Donc ça peut aussi permettre de prioriser, de mettre en place une feuille de route de sécurisation. Tout à fait. C'est plutôt très bien. Si on passe maintenant, s'il te plaît, sur la partie réduction de la surface d'attaque. Oui, donc la raison c'est pas d'attaque, bon, je pense que tout le monde en est conscient, mais finalement, c'est quoi? C'est comment finalement je réduis les portes qui sont laissées ouvertes potentiellement sous mon SI et notamment au niveau de mon poste de travail. Comment je réduis finalement ces portes ouvertes parce que je ne les utilise pas. Aujourd'hui, Defender vous aider déjà en vous listant un certain nombre d'actions possibles, potentielles, pour vous aider effectivement à réduire cette surface d'attaque. Dans cette démarche, il va vous aider également à pouvoir passer ce qu'on appelle en mode audit. Et ce mode audit va vous permettre de constater finalement si vous fermez cette porte, est-ce que les services business, applicatifs et autres fonctionnent toujours et si ça vous pose des problèmes ou pas. L'idée étant forcément d'éviter l'incident de production. À partir de cette phase entre guillemets d'audit, vous pourriez également décider de mettre en place un premier niveau de réduction de surface d'attaque, donc avec déjà des bonnes pratiques qui sont déjà définies, et de le faire évoluer progressivement. Le gros avantage de cette possibilité finalement, c'est qu'on va travailler par profil, on va pouvoir créer différents profils en fonction finalement du besoin métier, pour être le plus proche possible de la réalité du terrain. Mais à chaque
évolution, à chaque rajout ou suppression finalement d'une action, d'une stratégie, nous allons pouvoir passer ce paramètre uniquement en mode audit, de manière à ne pas régresser sur ce qui avait déjà été validé, mais de ne pas non plus impacter sur les changements qu'on veut appliquer. Le Super. dernier, le dernier Vas-y, je te laisse le avantage, dernier, ouais. ouais, merci. Le dernier avantage, effectivement, c'est cette visualisation de l'impact. La visualisation de l'impact, déjà au travers des rapports d'audit que vous aurez, si vous êtes en mode audit sur les différentes règles, qui va vous déclencher finalement des warnings et vous pourrez l'investiguer pour voir si c'est des faux positifs ou non. Mais également, il y a un mode qui vous permet pour le coup de travailler en collaboration avec le métier. Et ce mode-là, c'est un mode où on va, entre guillemets, permettre à l'utilisateur de constater le blocage et de lui laisser la main pour le débloquer ou non. Dans ce cas de figure, c'est vraiment une collaboration avec le métier pour, les sensibiliser sur le fait que ce qu'ils utilisent aujourd'hui est potentiellement un risque, et deuxièmement, pour mieux comprendre, discuter, échanger, dialoguer avec eux, de manière effectivement à adapter au plus proche des besoins business la sécurité du SI. Ok, parfait. Merci Jean-Noël, c'est extrêmement clair. Sur la partie protection Next Generation, je te laisse peut-être revenir dessus également, même si on l'avait déjà un peu évoqué. Bien sûr. Next Generation, donc d'ailleurs le mot qui peut être un peu flou. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir déjà qu'on a la première brique qui est l'analyse en temps réel des comportements, des applications et des processus. Techniquement, notre antivirus a la capacité de pouvoir lire, comprendre, analyser le comportement et détecter une anomalie. Un processus qui commence à créer beaucoup de processus enfants, finalement, c'est assez bizarre. Donc, il pourrait effectivement déclencher déjà une première réponse, un blocage ou effectivement une alerte, ça dépendra de ce que vous aurez configuré, pour déjà vous protéger. Ce qui va être également intéressant sur le Next-Gen, c'est qu'on ne sera pas tout seul. Quand je dis qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'aujourd'hui, Defender for Endpoint s'appuie sur l'intelligence collective, l'intelligence du cloud, Microsoft, donc tout ce qui a l'intelligence artificielle, et on va bénéficier finalement de l'expérience et de l'apprentissage que Microsoft offre à tous ses clients finalement, et en retirer le bénéfice. Ça veut dire qu'une attaque qui serait en cours, qui serait arrivée peut-être aux États-Unis, qui aurait été détectée, pris en compte, analysée par Microsoft, sur laquelle ils auraient pu trouver une solution, votre antivirus, votre EDR finalement qui sera sur votre poste en bénéficiera automatiquement. Sur la partie analyse, le terme de périmètre, on est toujours sur les périmètres des logiciels malveillants. Donc ça veut dire qu'ils soient aussi bien sous forme de fichiers, d'exécutables, de process. Donc le périmètre sera couvert. On est également sur les applications fiables et non fiables. L'application fiable, c'est quoi? C'est que j'ai une application qui tout laisse à penser qu'effectivement qu'elle est normale, que je peux l'utiliser, mais vous pourriez, pour le coup, décider qu'elle est blacklistée chez vous et que vous ne voudriez pas l'avoir sur votre SI. Je vais revenir, Jean-Noël, sur quelque chose d'intéressant que tu disais. Finalement, on va bénéficier de toute la puissance, finalement, de toute le périmètre est extrêmement vaste et de tous les clients, finalement, Microsoft pour la sécurisation. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Microsoft a initié, finalement, une association aux États-Unis qui s'appelle le MISA, qui, en fait, rassemble, donc, Microsoft avec ses connaissances, mais qui rassemble aussi les gros acteurs du marché, donc des Cisco, on va penser à de l'IBM, etc., etc. Et donc tous ces acteurs aujourd'hui, ils mettent en commun finalement tous les signaux, tout ce qu'ils détectent entre guillemets à travers le monde comme étant des potentielles attaques ou des dénis de service ou autres. Et en fait, on va donc profiter de l'intégralité de l'écosystème Microsoft et de l'ensemble des clients Microsoft d'un point de vue cloud, mais également de la base de connaissances des autres grands acteurs du marché à travers la planète. Donc on est vraiment sur un volume finalement et une quantité d'informations qui est quand même assez phénoménale et qui aujourd'hui, comparé effectivement à ce qu'on pouvait faire il y a quelques années avec ce qu'on appelait assez basiquement la base antivirus ou ce genre de choses, on est quand même sur une autre dimension. Tout à fait. Si on passe au quatrième point, pardon, donc sur la partie EDR, donc Endpoint Detection and Response, s'il te plaît, Jean-Noël. Pardon, oui, tout à fait. Je t'ai mal entendu sur la fin. Ouais, je te laisse sur la partie EDR. Pardon. Oui, complètement. Plus dans le détail. Donc, partie EDR, effectivement, donc c'est la quatrième brique de la partie effectivement donc du plan 2, de la partie licensing du plan 2, qui est effectivement la partie EDR. Dans la partie EDR, finalement, on va arriver à remonter toutes les informations finalement qui vont nous aider à pouvoir résoudre notre problème nos incidents de sécurité. Déjà, il y a cette corrélation des alertes. Donc là, on parle que les Defender for Endpoint, mais il faut vraiment garder en tête que les solutions Defender for, que ce soit la suite, sont vraiment en capacité de pouvoir discuter entre elles, ces applications. Ces différentes solutions peuvent discuter entre elles pour justement pouvoir, entre guillemets, ressortir la quintessence, si je puis dire, de l'information, de manière à être le plus efficace possible. Dans cette démarche, l'outil va vous aider, et le terme est vraiment le terme, va vous aider dans toutes les phases d'analyse et de chasse, de hunting, au niveau de nos incidents de sécurité.
il va procéder comment? En vous offrant, au travers d'interfaces graphiques, tout simplement, la capacité à pouvoir analyser ce qui s'est passé sur un poste, donc les différentes étapes potentiellement d'une attaque, hein, un fichier qui a été créé, un processus qui a été démarré, un processus qui a été arrêté, et ça tout simplement de manière graphique, mais également vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller plus loin au travers alors c'est pas des scripts pour le coup, mais vraiment des requêtes pour pouvoir personnaliser finalement vos attitudes de chasseur, si je peux dire, vos outils de chasse, afin de correspondre beaucoup plus à votre contexte, à votre périmètre à vous, et pas forcément s'appuyer que sur les généralités qui peuvent pas forcément être hyper efficaces chez vous. D'accord, ça veut dire, si je comprends bien, que autant on a quelque chose qui est relativement standard et qui est fourni de base par Microsoft, autant si ma société, je sais qu'on a beaucoup, par exemple, je sais pas, d'attaques au travers d'un smartphone ou par telle et telle application, on est en capacité finalement d'avoir une investigation qui est propre et qui est spécifique finalement à mon métier, à mes besoins, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, parfait, super. Parfait sur cette partie-là également. Et du coup, sur la partie, peut-être la dernière partie, donc l'auto-investigation et la rémédiation, s'il te plaît, pour terminer sur le dernier point. Donc l'auto-investigation et la remédiation sera vraiment sur de l'automatisation. L'automatisation va nous aider à faire quoi? Va nous aider à gagner du temps. Parce qu'effectivement, au niveau des différents DSI, le temps, c'est ce qui nous manque le plus souvent. C'est ce qui fait que, on travaille sur un incident de prod, on travaille sur un incident de sécurité, on doit également traiter les demandes utilisateurs. À la fin, on doit faire des choix, et donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'optimiser finalement l'apport de valeur, et aujourd'hui sur la sécurité, c'est vraiment l'élément principal. Donc comment Defender for Endpoint va nous aider à ce niveau-là? Déjà, il y a toute la phase d'hunting finalement qui peut être automatisée. Ce qu'on voit un peu rapidement sur la capture d'écran, on voit effectivement qu'on va pouvoir, matérialiser graphiquement, visuellement, un peu tous les éléments de l'attaque. Donc on va voir qu'est-ce qui a déclenché finalement cette attaque. On pourra voir qu'effectivement que c'est la partie EDR, c'est la partie antivirus, donc déjà ça nous donne une première couche d'information. On va pouvoir identifier les postes qui ont été impactés. Si on n'a qu'un seul poste, c'est parfait. Si on a plusieurs postes, c'est un peu plus compliqué, mais au moins on a déjà cette liste de postes qui reviennent. On va pouvoir également avoir les informations sur les process qui ont été modifiés, les fichiers qui ont été créés et tout ce qui s'ensuit. Finalement, cette partie-là qui va automatiser ou faciliter la vie va reproduire exactement ce qu'un ingénieur sécurité ferait quand il irait effectivement analyser un peu tout ce qui s'est passé et comment finalement l'attaquant a réussi à rentrer. L'avantage de la partie auto-mitigation et remediation, c'est que ça se passe 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'effectivement vos ingénieurs, eux, ils ont besoin de dormir. L'outil, pour le coup, non. Et on sait à la fois gérer tout ce qui est attaque par fichier, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du fichier, mais également au niveau de la mémoire. Que certaines attaques vont directement taper dans la mémoire pour essayer de passer inaperçues. Malheureusement pour eux, Defender for Endpoint les verra quand même à ce niveau-là. Ok, super. Écoute, merci, c'est extrêmement clair. Moi, Pardon, j'ai deux vas-y. questions, si je peux me permettre. Bien sûr. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que Defender for Endpoint est un antivirus? Moi, tout dépend de la licence qu'on Alors, utilisera. ouais, c'est exactement ça. Si on est plutôt sur la plan 1, on peut appeler ça effectivement un antivirus, même si c'est quand même un peu plus évolué que l'antivirus, sans citer, je sais pas, un Norton qu'on pouvait avoir ou un Avast qu'on pouvait avoir il y a quelques années quand même. On est sur des choses qui est un peu plus costaud. Après, quand on est sur le plan 2, on est quand même plus loin. On est plutôt sur une plateforme de sécurité, en fait, sur quelque chose qui est beaucoup plus évolué et qui va à la fois prévenir, détecter, examiner, mais également remédier et répondre finalement aux attaques. Donc oui, dans un plan 1, on est sur quelque chose d'assez classique, entre guillemets, qu'on a un peu l'habitude de voir. Et sur un plan 2, on est déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus évolué que ce qu'on a l'habitude de voir, notamment avec cette notion d'examen et de réponse aux attaques. J'ai une autre question, mais je pense qu'on va y venir par la suite. C'est s'il existe en plus de ces briques un service SOC qui serait disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, comme un SIEM par exemple, mais je crois que ça fait aussi l'objet de quelques slides dans quelques minutes. Tout à fait, sachant qu'il y a une différence entre SOC et SIEM. On rentrera dans le détail, je pense, dans quelques minutes quand on jouera les slides du SOC et du SIEM. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Un peu de teasing. On y arrive. C'est ça. On y arrive. Jean-Nos, peut-être sur la partie écosystème un peu et gestion des terminaux, tu veux que je reprenne la main comme tu veux? Ouais, je te laisse commencer et je reprends Ouais, la suite ok, s'il y a besoin. pas de souci. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que, comme on l'a vu déjà sur la partie Killshine, en fait, on a plein d'outils chez Microsoft. Il y a une variété d'outils qui nous vont permettre de sécuriser l'intégralité finalement du cheminement ou des potentiels
attaques que l'on va détecter au fil du temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Defender for Endpoint, on évalue la menace, mais derrière, on a aussi tout ce qui est application de stratégie. Et ça va aller de concert avec d'autres outils côté Microsoft. Donc, on a vraiment cette notion de sécurisation, de détection et de réponse, qui est du Defender for Endpoint. Et puis après, on a la possibilité, via un MECM, via un Intune ou ce genre de produit, d'aller appliquer directement des stratégies. Donc, c'est-à-dire que si vous détectez, par exemple, que telle ou telle application ou telle identité, on a finalement plus d'attaques sur ces parties-là, on a la capacité d'aller positionner a posteriori finalement des stratégies nouvelles sur ces différents périphériques. Donc on est vraiment sur quelque chose qui évolue de manière continue, on est dans l'amélioration continue, à la fois par la détection, l'analyse et la réponse, et également sur la partie bien entendu application des stratégies et amélioration finalement des principes et du paramétrage de sécurité. Tout à fait. Et juste pour remettre une petite couche, souvent, effectivement, quand on intervient en tant que clientèle, ou quand effectivement des membres de mon équipe interviennent, nous avons des clients qui nous disent oui, moi j'ai déjà une brique effectivement qui s'occupe de cette partie de la sécurité. Et l'argument que je leur donne toujours, c'est qu'aujourd'hui, c'est une brique, c'est une console à part avec des compétences à part, et la communication finalement entre les différentes briques de votre SI, de votre sécurité, de votre SI, finalement, c'est les individus qui le font. Et un individu, il a beau être investi, il a beau être à fond, il a beau être formé, il fait des erreurs. Donc parfois, il va arriver qu'il va regarder la mauvaise console au mauvais moment, et malheureusement, ce sera le moment qui sera le moins opportun. Là, le fait d'avoir cette convergence au niveau des données entre les applications, entre les solutions Microsoft, aussi bien sécurité que gestion du poste de travail finalement, ou des périphériques, ça facilite la vie des admins, ça facilite la vie des ingénieurs, pour le coup, qui sont en charge de pas mal de tâches au sein du SI. J'ai deux petites questions sur la partie XDR, notamment est-ce qu'on peut dire que l'auto-investigation de MS c'est une équivalence à des offres XDR chez d'autres concurrents, chez d'autres éditeurs comme Sophos pour ne pas le citer? Alors effectivement, on va être sur des produits qui sont relativement similaires, hein. On parle de Sophos, mais il y a aussi du Trend, hein, il y a aussi d'autres outils XDR sur le marché qui existent. On va être globalement sur les mêmes périmètres de ces applications-là. Donc effectivement, ce que va proposer l'auto-investigation ou d'autres systèmes, on va être vraiment sur cette brique d'XDR. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que XDR, finalement, on est quand même sur la corrélation de plusieurs couches finalement de sécurité, hein, que ce soit les mails, les endpoints, mais aussi les serveurs, charges de données, les clouds, le réseau, etc., etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plus globalisé, et effectivement une partie des Defender for Endpoint va proposer cette notion d'XDR pour la partie endpoint. Donc oui, c'est relativement similaire. Après, il faut voir le périmètre applicatif, en tout cas la couverture applicative de chaque solution. Mais ouais, encore une fois, du Trend ou du Sophos, on est sur quelque chose qui est relativement similaire. Je propose de continuer, pardon. Donc sur la partie cette fois-ci plutôt déploiement. Donc là, on va rentrer dans une partie où on va vous expliquer comment on déploie à la fois donc Defender for Endpoint sur serveur, poste de travail, mais également sur smartphone. Donc on va voir qu'en fait cette notion de déploiement, elle se distingue en deux grands axes. Le premier axe, c'est tout ce qu'on va appeler la partie d'onboarding ou d'intégration, et le deuxième axe, ça va plutôt être la partie configuration et application des politiques. Donc pour la première partie, sur l'onboarding des machines, en fait, il faut déjà dans un premier temps, intégrer l'ensemble des machines que vous avez, que ce soit serveur ou poste de travail ou smartphone, directement à la console Defender for Endpoint. Et donc pour ça, on a deux grands axes, hein. Il y a l'intégration des clients, donc ça c'est vraiment les postes utilisateurs, et on a également donc l'intégration des serveurs. Ce qu'on voit sans rentrer trop dans le détail, c'est qu'on a une grande variété en termes d'onboarding des machines. Ce que vous pouvez voir sur du Windows, par exemple, 10 ou plus, ça peut être fait par script, ça peut être fait par GPO, ça peut être fait par Intune, du MECM, etc., etc. Donc on a extrêmement une grande variété de possibilités finalement pour intégrer ces machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quel que soit le modèle que vous pourriez utiliser aujourd'hui pour gérer vos postes, vous allez pouvoir garder globalement ce même modèle pour faire l'onboarding des machines. Donc on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement différenciant, sur une toute nouvelle approche pour onboarder. On est vraiment sur quelque chose qui est relativement classique, que vous utilisez déjà. Et par exemple, c'est juste une GPO complémentaire pour venir positionner du Defender for Endpoint sur l'ensemble de vos parcs machines. Juste une petite, Oui. juste une petite parenthèse. Pour ceux qui regardent effectivement les différentes lignes, les différentes méthodes de déploiement finalement, on voit que sur 2012.02, on n'a pas la partie Intune. Simplement parce que 2012.02 aujourd'hui, elle est plutôt en fin de vie. Techniquement de mémoire, je crois que la fin de vie étendue du produit, elle est pour octobre 2023. Donc forcément, toutes les méthodes de déploiement ne sont pas compatibles avec les OS. On va qualifier d'obsolètes
ou de très proche de la retraite. Effectivement, effectivement. En tout cas, voilà, une grande variété effectivement de capacités à onboarder. Et une fois finalement qu'on a fait l'onboard, c'est-à-dire qu'on a intégré finalement nos périphériques directement à la console Defender for Endpoint, il va falloir aller configurer. Donc l'agent, en fait, c'est un agent qui se déploie sur l'ensemble des machines. Il va falloir aller configurer cet agent et que cet agent continue de communiquer avec Defender for Endpoint pour notamment remonter les signaux ou les informations qui sont liées directement au poste de l'utilisateur. Et donc pour ça, encore deux grands principes. Hein. Soit on a la partie client, donc vraiment post-utilisateur, soit on a la partie serveur. Et là encore, vous pouvez voir qu'on est sur des choses qui sont quand même différenciants. Avec des grosses capacités, que ce soit par exemple du PowerShell, que ce soit de l'Intune, de la GPO pour les post-utilisateurs, mais également sur la partie serveur au-delà de 2012 R2 avec une communication de l'agent qui est relativement simple. Ce qu'on note également, c'est la présence quand même de macOS, de Linux, sur les principales distributions, notamment Linux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, Defender for Endpoint, il ne va pas uniquement travailler dans le monde Microsoft. Il va aussi travailler sur des périphériques et sur des applications, des choses qui sont en dehors du monde de Microsoft. Donc ça, c'est aussi intéressant de se dire que ce produit, Defender for Endpoint, finalement, peu importe le type de système d'exploitation que vous avez, il va être en capacité d'aller le sécuriser et remonter un certain nombre de signaux qui y sont associés. Et quid de Windows Server 2016? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce qu'on est sur de la fin de vie? Alors non, on n'est pas sur la fin de vie sur la partie 2016, pas encore, même si bon, ça va finir par arriver. On est sur la même chose. En fait, sur les toutes premières versions, on avait également les mêmes entre guillemets incapacités qu'avec du 2012 R2. Sur les dernières versions, les deux nouveaux patchs, aujourd'hui, effectivement, c'est pleinement intégré du 2016. Donc une fois qu'on a fait cette partie finalement onboarding et configuration des machines et des serveurs, on a également l'autre partie qui est la partie périphérique mobile. Et pour ça, ça va être entre guillemets plus simple. C'est-à-dire qu'il y a la même chose, il faut déployer l'agent et une fois qu'on a déployé l'agent, il faut aller le configurer et appliquer les différentes stratégies. Pour ça, iOS ou Android, là encore, la capacité à Defender for Endpoint de travailler quel que soit le système d'exploitation finalement de vos appareils mobiles. Et par contre, obligation d'utiliser de l'Intune à la fois pour le déploiement de l'agent et à la fois pour l'application des configurations qui sont liées au périphérique. Si on passe maintenant une petite partie, peut-être quelques minutes sur la partie recommandation, donc c'est un petit peu la partie trucs et astuces, j'ai envie de dire qu'on peut déjà vous distiller un petit peu, parce que vous l'avez vu, finalement c'est assez simple de déployer l'agent, c'est assez simple de le configurer, mais après on sait que Microsoft fournit des produits qui sont relativement entre guillemets standards, avec du paramétrage standard, et on sait que par défaut il y a un certain nombre de paramètres à mettre en place. Et donc on vous propose dans cette partie-là de vous distiller entre guillemets quelques trucs et astuces et choses que nous faisons très très régulièrement pour nos clients. Donc on va commencer par des recommandations qui sont liées plutôt à la configuration et qui sont en partie vraies pour à la fois les postulateurs, les serveurs, mais également pour les périphériques mobiles. Jean-Noël, je te laisse peut-être la main pour nous expliquer un peu les six principaux points en termes de recommandations des configurations. Tout à fait. De toute façon, la première axe, ça va être la configuration au niveau de tout ce qui est scan, exclusion et mise à jour de l'agent. Un agent qui n'est pas à jour, c'est quasiment l'équivalent d'un agent qui n'existe pas, compte tenu de l'évolution des attaques. Ensuite, sur la partie règles de réduction d'attaque, c'est des éléments qui peuvent parfois être complexes, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'options. Pour ceux qui ont déjà été, on voit qu'il y a pas mal d'options dans la console. C'est des éléments sur lesquels on peut vous aider à aller plus vite pour déjà vous remonter les éléments qui sont, entre guillemets, essentiels et les éléments qui sont, entre guillemets, alors je dirais pas optionnels, parce qu'en sécurité, rien n'est optionnel, mais ce qui peut être déployé dans un second temps pour vous aider à aller un peu plus vite. Ensuite, est-ce que mon son il est mieux? Ouais, ça va de mieux en mieux. Super, je suis désolé pour le son pour le coup. Ensuite, tout ce qui est activation des fonctionnalités sur la virtualisation. Aujourd'hui, il y a pas mal de techniques qui peuvent s'appuyer sur ce type de paramètres, donc on essaiera de systématiquement les mettre. On définit également un standard en termes de règles de sécurité. La standardisation, c'est ce qui facilite la détection des anomalies. Quand on a effectivement des éléments qui sont trop différenciants ou trop, entre guillemets, individualisés, on a du mal à savoir si effectivement on a un problème ou si finalement ce n'est qu'un des X usages que l'on a sur notre SI. Donc la standardisation, la définition d'une règle, entre guillemets, en termes de sécurité, une règle minimale, va pouvoir vous aider également à augmenter la sécurité de votre SI.
L'autre aspect, c'est effectivement le CIS, donc effectivement le Centre international de sécurité, qui offre un certain nombre de paramètres, un certain nombre de recommandations qui peuvent également vous aider à aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer un peu comme sur la partie IA de Microsoft, sur la partie EDR, on va finalement s'appuyer sur l'intelligence collective, sur l'intelligence mondiale finalement pour configurer les paramètres de sécurité qui sont les plus efficaces. Et on terminera sur la partie filtrage web, parce qu'aujourd'hui, les attaques sont également des attaques qui vont rediriger l'utilisateur. Si on ne peut pas l'attaquer en direct, on va essayer de l'attaquer par rebond. Et donc, rediriger l'utilisateur sur des sites ou des portails qui vont permettre d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, le filtrage web nous aidera à nous protéger contre cette partie-là également. Merci Jean-Noël. Si je reviens peut-être juste sur la partie paramètres de sécurité par rapport au référentiel public, ça veut dire que aujourd'hui, en se basant par exemple sur ce que pourrait fournir l'ANSI, CIS, etc., on est en capacité d'aller finalement paramétrer Defender for Endpoint par rapport à ces différents référentiels, c'est ça? C'est exactement ça. Et même au niveau d'autres solutions que Defender for Endpoint, il y a un certain nombre d'éléments de compliance qui sont pris, donc un certain nombre de référentiels, pardon, qui sont également disponibles pour regarder auprès duquel on veut se coller le plus. Parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué quand on regarde notamment la console de Defender for Endpoint. On peut avoir des centaines et des centaines de paramétrages. Ça peut parfois être un peu compliqué aussi pour nos clients aussi de s'y retrouver. Donc, de savoir qu'on peut se baser finalement sur ces différents référentiels pour aussi se faire aider, en tout cas, ou être accompagné sur la mise en place de quelque chose qui est pertinent, c'est plutôt un bonus. Ouais. Moi, sur la partie endpoint, j'ai une petite dernière question sur Defender for Endpoint. Comparé à i7, alors désolé pour la prononciation si c'est pas ça, est-ce qu'on peut dire qu'il est mieux? Est-ce qu'il y a des points de différenciation? Alors, est-ce qu'il est mieux ou pas bien? C'est au moins bien, pardon. C'est plutôt compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la plus-value entre guillemets ou la très très grande force de Microsoft, ça va être son intégration avec des consoles qui sont uniques au travers des portails Azure. La grosse force, c'est que l'outil fonctionne parfaitement et très bien, mais c'est surtout qu'il est intégré avec les autres outils. Donc, par exemple, si vous avez du Intune, vous pouvez appliquer des stratégies de sécurisation directement à partir d'Intune. Si vous avez, on va le voir un petit peu plus loin, du Sentinel, bah, vous savez que vos signaux ils remontent automatiquement, etc., etc. Donc, dire que le produit est mieux ou moins bien, il faudra aller dans le détail de réellement ce que vous voulez faire, et puis ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre de votre écosystème, ça va dépendre des outils que vous avez déjà en place et de quels sont finalement vos métiers, vos habitudes et vos usages. Après, c'est plutôt effectivement la très grosse force de Microsoft, c'est d'intégrer l'ensemble de ces produits dans un seul et unique portail. Merci pour la réponse. Sur la partie recommandation par rapport à la conformité des périphériques, Jean-Noël, je ne sais pas si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr. De toute façon, la conformité des périphériques est très utilisée ou peut être très utilisée, notamment avec tout ce qui est accès conditionnel, pour faire la petite référence à l'Azure ADP 1. Donc, la conformité des périphériques, c'est toutes les règles finalement qu'on va définir qui vont nous permettre de dire que notre périphérique est vu comme étant conforme. Donc, c'est vraiment des choix d'entreprise qui vont permettre de dire que l'antivirus doit être activé et à jour, l'OS doit être activé et à jour, les différentes applications doivent être en conformité pour finalement donner ce token, ce laisser-passer à notre périphérique pour accéder au reste des services. Couplé à l'accès conditionnel, on pourrait refuser par exemple la connexion d'un utilisateur si son poste est vu comme étant non conforme. Okay. Et donc effectivement, ça rejoint ce qu'on disait juste précédemment, qui est aujourd'hui l'intégration dans un écosystème plus global chez Microsoft, c'est-à-dire que la conformité n'est pas, entre guillemets, une fonctionnalité proposée par la partie Defender for Endpoint, mais Defender for Endpoint, via les signaux qu'il va remonter, va pouvoir travailler en tout cas ou être géré par cette notion de conformité des périphériques. Donc là encore, finalement une intégration des informations remontées par la partie antivirus qui peut être extrêmement pertinente. Merci Jean-Noël sur cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est de passer sur la notion de détection, d'analyse et de réponse aux signaux. Donc avec la partie Azure Sentinel. Donc là, c'est un autre produit côté Microsoft, et c'est un produit qui va plutôt venir se positionner en tant que chapeau. Donc on a vu tout à l'heure sur la Kickchain l'intégralité des produits. Vous vous souvenez, Defender for Cloud, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette partie SIEM et SOAR, finalement, donc Sentinel, va venir se mettre en chapeau pour collecter l'intégralité des signaux de sécurité qui pourraient intervenir finalement sur vos environnements, Microsoft ou non Microsoft d'ailleurs, et qui vont vous permettre finalement d'analyser, de corréler, d'investiguer et de répondre effectivement à l'intégralité de ces signaux. Donc pour ça, on est vraiment sur une solution SOC de bout en bout. Donc SOC pour Security and Operations Center. Globalement, c'est une division qui
c'est une partie en tout cas de la sécurisation de l'organisation et notamment de la sécurité de l'information qui est au centre de vos organisations. Et donc l'idée, c'est que finalement, Sentinel va se baser sur 4 gros axes qui sont la collecte, la détection, l'investigation et la réponse. Et ce que je vous propose peut-être, c'est Jean-Noël de nous expliquer très rapidement sur chacun des points ce qui se cache entre guillemets derrière Sentinel. Tout à fait. Donc au niveau Sentinel, il a la capacité de collecter les informations qui viennent déjà du cloud, donc tout ce qui est solutions purement Microsoft, mais également dans vos environnements on-premise, que ce soit firewall, switch, cœur de réseau, afin de pouvoir justement améliorer la détection d'anomalies. Parce qu'on va vraiment chercher effectivement cette information qui est l'anomalie, un truc qui ne devrait pas arriver, mais qui finalement se produit. Suite à ces éléments-là, on aura des informations qui vont regrouper différentes bases finalement pas de données, mais différentes bases de logs finalement, pour trouver le chaînon manquant, trouver effectivement le lien de causalité, afin de pousser l'investigation de manière effectivement à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment on y remédie. Une fois qu'on a la solution de remédiation, on peut l'automatiser, tout simplement. Par contre, il y a quand même un point d'attention sur la partie réponse automatique, c'est qu'elle peut être également à double tranchant. Ça veut dire qu'un attaquant qui connaîtrait votre pattern de résolution, par exemple désactiver un compte dans certains cas de figure, pourrait l'utiliser comme attaque DDoS pour finalement retourner le système contre vous-même. Ok, parfait. Eh bien, écoute, ouais, c'est plutôt clair. Merci beaucoup sur cette partie Sentinel. Donc, si vous avez des questions ou autres, c'est des choses sur lesquelles on peut aller un petit peu plus loin. On voulait vraiment vous présenter Sentinel, mais même très rapidement, parce que c'est aussi une brique complémentaire qui peut arriver sur cette partie Defender for Endpoint, où finalement, l'étape d'après, le pas suivant, c'est vraiment cette notion de Sentinel, de corrélation et de l'ensemble de détection et d'investigation de ces différents signaux. Pour terminer aujourd'hui sur les quelques minutes qui nous restent, on va parler de l'accompagnement des utilisateurs à la cybersécurité. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Progis, ce qu'on se rend compte, c'est que, et on n'est pas les seuls d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est bien beau de sécuriser ses périphériques, de sécuriser, je sais pas, ses mails par exemple, de sécuriser son réseau, ses applications, etc. Mais on a un pan complet qui est le pan utilisateur, qui lui aussi est vulnérable, entre guillemets, et qui va être, on l'a vu d'ailleurs, l'hameçonnage est un des types d'attaques les plus répandus, et qui donc l'utilisateur va être un maillon essentiel entre guillemets de cette sécurisation. Et pour ça, chez Progedis, en fait, on a un accompagnement, en tout cas une sensibilisation à ces utilisateurs qui est extrêmement intéressante. Donc la première chose, c'est vraiment déjà de sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité, d'essayer de faire comprendre finalement à nos collaborateurs pourquoi il est important de sécuriser, pourquoi il est important de remonter un certain nombre d'informations. Et une fois que finalement on a fait cette sensibilisation, les utilisateurs vont passer dans la notion de volonté. Ils vont vouloir s'améliorer, ils vont vouloir progresser. Et dans ces cas-là, on va rentrer dans une phase d'apprentissage finalement de détection, par exemple, d'un email de phishing, de détection d'un logiciel malveillant et ce genre de choses. Donc c'est vraiment par la sensibilisation qu'ensuite on va arriver à former, à faire monter en puissance, en connaissance les différents collaborateurs dans votre organisation. Et le dernier point, c'est vraiment la notion d'ancrage. On sait que les attaques, elles sont de plus en plus importantes, mais elles sont également de plus en plus nouvelles. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et donc, il va falloir, au fil du temps, faire ancrer ces bonnes pratiques et améliorer finalement, faire modifier aussi les usages et les comportements des collaborateurs. Donc c'est pour ça que c'est une chose, cette sensibilisation, qui est faite en amont d'attaque, donc qui peut être fait très rapidement, mais qui est fait aussi également en aval. Si vous avez été attaqué, on sait qu'on peut revenir auprès de vos utilisateurs pour de nouveau les sensibiliser et de nouveau les refaire monter en compétence sur des nouvelles types d'attaques ou sur des nouveaux modèles d'intrusion dans votre système d'information. Donc c'est vraiment un pan sur lequel on travaille également de manière très très importante. Et pour ça, ça passe par différents supports. Ça peut être du webinar, ça peut être des campagnes de sensibilisation, ça peut être des modules de formation, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment un panel relativement important de support et aussi de capacité à l'accompagnement de ces utilisateurs pour essayer, encore une fois, pour des personnes qui sont réticentes, pour des personnes qui ne sont pas forcément très sensibles à ce genre de choses, pour essayer, encore une fois, de venir semer, entre guillemets, la graine qui pourrait les aider et vous aider, vous aussi, à sécuriser votre système d'information. Pour la slide suivante, je vais aller vite et je vais vous mettre dans le chat le lien en plus du QR code. Donc, c'est une enquête qui a été menée par nos équipes l'année dernière sur cette fameuse sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité. Mais Antoine, je voulais revenir sur une autre partie qu'on a évoquée juste avant, sur la partie SOC. Ouais. On me demande du coup s'il y a des équipes humaines derrière ou est-ce que tout est nécessairement automatisé?
Alors, il n'y a pas d'équipe humaine au sens client par client. C'est-à-dire qu'il y a des équipes humaines chez Microsoft, d'accord, qui monitorent tout ça. Hein. Microsoft, c'est 1 milliard de dollars par an sur la cybersécurité. Donc, il y a forcément des gens, des ingénieurs de leur côté qui travaillent, qui aident à détecter effectivement des nouveaux signaux, des nouvelles attaques, etc., etc. Par contre, pour chacun des clients, pour chacun des environnements, il n'y a effectivement pas une personne en physique. Donc pour ça, il faut passer par des sociétés tierces. Hein. Ça peut être Progelis, ça peut être d'autres sociétés qui proposent effectivement des services de monitoring de SOC 24/7. Mais en tout cas, Microsoft ne propose pas cette prestation-là client par client. Top, merci. Il est 15 heures, on peut rester encore 1 ou 2 minutes connectés si vous avez encore d'autres questions. Normalement, il n'y a pas de questions en suspens. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. On a essayé de respecter le timing, même si ça a été plutôt vite à la fin. Il est 15 heures. Merci à tous. On reste de toute manière disponible s'il y a encore d'autres questions suite à ce webinaire. On espère avoir répondu à la problématique annoncée. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi.